Ben écoutez, j'ai un trac fou parce que je me dis que la soirée pourrait se conclure sur ce spectacle et le message est assez grand et assez beau pour suffire. Alors j'espère que je ne vais pas rabaisser les choses, essayer peut-être d'amener des éléments complémentaires, disons de réflexion, qui vous donnera un petit peu une idée de ce qui me préoccupe depuis plus de 40 ans effectivement maintenant, dans cet engagement où je voudrais de tout mon cœur que l'histoire de l'humanité et l'histoire de la nature puissent se rejoindre et non plus être dans cette divergence et dans cette lutte et dans cette violence qui nous conduira vraiment vers le désastre. Je commence par remercier bien sûr les organisateurs de ce festival. Grand merci à tous, à Patrick en particulier. Grand merci aussi, c'est la deuxième fois que nous mettons avec la Compagnie des Quatre et moi-même nos convictions pour essayer de transmettre notre conviction et notre affection, pour essayer de transmettre des messages qui nous paraissent essentiels. Et je suis toujours très, très touché, très ému et je voudrais leur dire toute l'immensité de mon affection et de ma gratitude. Je vais essayer essayer d'un petit peu non pas de vous faire un cours magistral, mais essayer puisque le thème c'est un petit peu la violence et la non-violence du moins, je vais voir si je peux m'ajuster à ce thème-là, puisque c'est quelque chose évidemment qui me tient énormément à cœur, parce que ça fait très très longtemps que je réfléchis et que je suis assez troublé par le fait que finalement nous avons de l'entendement, nous avons une conscience, et que cet entendement et cette conscience auraient pu nous faire organiser le monde sur autre chose que sur la dualité. Pourquoi cette réalité qui s'offre, qui nous permettrait d'organiser le monde à notre convenance, nous avait choisi la dualité comme dynamique du monde. Et cette dualité qui introduit forcément, bien sûr, la violence. Et qui fait que, aujourd'hui, je suis un peu choqué par quelques thèmes particuliers. Le premier, c'est que, malgré nos prouesses, malgré toutes nos capacités, il y a une grande partie de l'humanité qui n'a même pas l'indispensable. Simplement la nourriture, le vêtement, avoir un abri, les soins, et puis bien sûr vaquer à la culture. Malgré toutes nos capacités, nos prouesses, il y a une espèce d'égoïsme ou de non-générosité qui fait que nous sommes terriblement en retard par rapport à ce devoir moral qui devrait nous obséder. On devrait vraiment être constamment obsédé par le fait qu'une grande partie de nos semblables, eh bien, sont dans le besoin le plus élémentaire, y compris bien sûr des enfants, puisqu'il y a à peu près 30 ou 35 000 enfants qui meurent chaque jour de malnutrition, de famine, de maladies, etc. Le deuxième élément qui me choque, c'est que c'est la subordination du féminin. Il y a la moitié de l'humanité qui est représentée par le féminin, donc par les femmes, est subordonnée à l'autre moitié de l'humanité qui est représentée par les hommes. Et pourquoi nous ne sommes pas arrivés à trouver cet équilibre qui serait salutaire? Parce que ces deux composantes sont les composantes de la vie. Dès le départ, la vie s'est fondée sur ces deux composantes. Et au lieu de comprendre que ces deux composantes sont complémentaires, eh bien, nous les avons opposées. À tel point que j'ai horreur du terme comme sexe opposé. Et la sémantique n'est pas innocente. C'est-à-dire, quand on se met à dire sexe opposé, cela instaure intérieurement quelque chose qui, effectivement, met l'opposition comme si c'était une norme. Alors que l'opposition, en l'occurrence, n'est absolument pas une norme. Et si nous étions partis sur la notion de complémentarité, eh ben, on n'en serait pas à cette division. Et c'est dans cette norme-là que nous éduquons aussi les enfants. Les enfants, aujourd'hui, quand on dit éduquer les enfants, eh bien, c'est introduire dans leur système d'éducation, eh bien, la compétitivité.
c'est-à-dire celui qui doit dominer l'autre. On ne tient pas compte d'abord de l'être en tant que tel, et on est dans un scénario sur lequel on reviendra tout à l'heure, qu'on appellerait la modernité, et cette modernité a instauré ou a rendu beaucoup plus aigu, ou elle a introduit même dans son dogme et dans sa structure la notion de compétitivité, qui a amené évidemment à définir les hommes haut de gamme, les humains bas de gamme, et du coup cette compétitivité dont on ensemence les enfants dès tout petits, évidemment, est une violence. Elle génère ensuite ce clivage qui va instaurer la violence. Le troisième élément, ou quatrième, je ne sais plus si je suis mécompte, qui me choque énormément aussi, c'est la condition que nous faisons aux créatures compagnes de notre destin. Depuis que nous existons, nous avons vécu avec des créatures qui n'étaient pas humaines. Même si nous-mêmes nous sommes des mammifères, bien entendu, nous avons vécu avec d'autres espèces. Et ces espèces, à travers l'histoire, elles nous ont aidés à surmonter les grandes difficultés. Et toute notre histoire est jalonnée par est commune à ce monde animal, qui a été un auxiliaire formidable de notre destinée. Que serait devenu l'Esquimau sans ses chiens, le Bédouin sans ses dromadaires, sans le cheval, sans le yak, Il y a même des civilisations qui se sont organisées autour de l'animal et donnant parfois à l'animal une prépondérance, mais à la fois dépendante ou solidaire de cette destinée animale. L'animal qui nous donne sa chair, qui nous donne son lait, qui nous donne son pelage, qui nous donne sa force, son instinct, tout au long de notre histoire humaine, eh bien, ces animaux nous ont accompagnés et aujourd'hui, nous leur réservons un sort qui est indigne. La plupart du temps, malmené. On va les découper vivants pour essayer de comprendre, soi-disant, des phénomènes biologiques. On va les concentrer dans des espèces de camps de concentration pour qu'ils produisent le plus de protéines possible. Et on ignore, on a tendance à ne plus penser que ce sont des créatures vivantes. Peut-être est-ce dû à Monsieur Descartes qui un jour a décrété que l'animal était une mécanique biologique. Et quand on lui disait, mais quand on l'agresse, il souffre, il disait, bon, ce sont que des réactions nerveuses. Donc, du coup, on a finalement banalisé les choses. Peut-être que c'est cela qui est dans notre tête. Et ensuite, cet instinct de domination, bien sûr, s'applique à tout ce qui n'est pas humain. Voilà quelques éléments qui me choquent profondément, qui me paraissent absolument indispensables si nous voulons retrouver un minimum d'équilibre et de rapport harmonieux dans notre réalité et à travers notre destin. Alors vous me direz pourquoi, qu'est-ce qui m'amène, si vous voulez, à tenir ce type de propos. C'est parce que depuis ma naissance, je suis né dans le sud, comme on l'a exprimé, dans le petit oasis du sud, double culture, etc. Et puis, je n'ai pas fait d'études brillantes, au sens classique du terme, mais par contre, j'ai été très, très jeune amené à réfléchir sur l'humain, ce qui m'a amené à la modernité, à comprendre la modernité, à essayer de la comprendre et savoir ce qu'on appelle un paradigme nouveau, lequel paradigme est fondé sur un changement extrêmement important de la destinée humaine, puisqu'on est passé dans la technologie, dans la civilisation de la combustion, et cette civilisation de la combustion qui aujourd'hui, évidemment, est en train d'être très menacée, puisque nous avons fondé l'organisation du monde sur la combustion du pétrole et autres, et que le pétrole se raréfie, et qu'aujourd'hui, on est un peu comme pris dans cette sorte de traquenard à essayer de retrouver des solutions. Donc, depuis longtemps, faisant des études de ce qu'on appelle la philosophie de l'histoire, quand j'ai pris le segment de ce qu'on appelle la modernité, donc la technique, la science, au service de la productivité, cette productivité, effectivement, je l'ai découverte en travaillant dans une entreprise de la région parisienne,
Et à ce moment-là, j'étais dans un lieu où l'observation était facile de voir quels étaient les comportements et les modes d'organisation que nous avions de ce microcosme qui était représentatif finalement de l'ensemble du système moderne tel qu'il est organisé. Et quand vous avez fait un peu d'ethnologie, ceux qui ont fait de l'ethnologie savent que à un certain moment, on essaye de donner une configuration à un système social. C'est-à-dire qu'on prend une société, on l'étudie, puis on essaie de lui donner une configuration. Et puis on arrive finalement à voir quelles peuvent être les ramifications, l'organisation, les structures, l'organigramme des choses sociales. Et puis quand j'essayais de m'amuser à décrire la société moderne, eh bien je n'arrivais jamais à sortir de la pyramide, c'est-à-dire système pyramidal, dans lequel qui en fait a sélectionné les êtres humains, non pas en fonction de leurs valeurs. Je me souviens, étant enfant, écolier, j'avais un camarade qui était adorable du point de vue humain. Je sentais que c'était de la graine d'humain, de la graine d'humanisme, quelqu'un de magnifique, une âme, une conscience et une âme magnifique. Malheureusement, il n'était pas très brillant pour faire des études, et il a été déclassé en quelque sorte. Et donc le classement ne se faisait pas sur la vertu, sur la qualité des êtres, mais sur leur capacité à apprendre, à intégrer pour servir un modèle. C'est surtout ça. Et la scolarisation servait à ça. Travaille mon fils, il faut que tu sois le premier, il faut que tu gagnes, il faut, etc., etc. Donc là, c'est en fonction des critères et des savoirs et des savoir-faire que l'on transmet pour le mettre au service finalement du nouveau paradigme. Et à l'intérieur de ce microcosme, bien sûr, on y est hiérarchique, avec le PDG au-dessus, le directeur général, les cadres moins supérieurs, etc. Et ça dégringolait hiérarchiquement jusqu'à nous, puisque moi, n'ayant pas de qualification particulière, j'étais devenu ce qu'on appelle un OS, ouvrier spécialisé. Et quand on vous dit OS, c'est pour ne pas vous vexer. Ouvrier spécialisé, c'est en fait celui qui n'est spécialisé en rien. Mais néanmoins, nous avions un avantage, comme dirait Fernand Reynaud, c'est que nous n'avions, personne à vexer. Au moins, il y avait ça. Parce que ce système pyramidal reposait à la fois sur l'avoir, le pouvoir et l'oppression. Et donc, il était en quelque sorte structure militaire, quelque part. C'est-à-dire qu'il y avait une inspiration militaire dans le mode d'organisation sociale. Et en examinant de plus près, on s'aperçoit qu'on donne énormément de valeur à la productivité, c'est-à-dire à l'efficacité et à la productivité. Et au travail. Travail en tant que fondement absolu de la société. Ce qui m'a rappelé assez rapidement une anecdote qui s'était passée chez nous dans le désert quand on avait découvert la mine et que dans cette mine, eh bien, on avait embauché les gens, ce qui a rendu d'ailleurs mon père chômeur du fait qu'il forgeait les outils des jardiniers, des cultivateurs, et puis qu'il avait plus de travail puisque les gens étaient mobilisés à être des salariés mineurs. Alors il y avait l'anecdote est la suivante, c'est-à-dire que quand les gens, certains de ces mineurs avaient perçu leur salaire, eh bien, ils disparaissaient pendant 1 mois, 2 mois, et puis ensuite ils revenaient travailler. Et à ce moment-là, on leur disait, mais qu'est-ce que tu es devenu? Pourquoi tu n'es pas venu travailler? Tu mérites d'être mis à la porte, mais on se gardait de les mettre à la porte parce qu'il fallait quand même pas mal de monde. Et puis, on leur disait, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu n'es pas venu travailler? Et ils répondaient naïvement, avec beaucoup de candeur, je n'avais pas fini de dépenser mes sous. Ce qui posait implicitement la question fondamentale qu'on ne se pose pas, est-ce que nous vivons pour travailler ou est-ce que nous travaillons pour vivre? Et du coup, ça m'avait frappé le fait dans ce microcosme, nous travaillions et encore travailler, mais pourquoi? Puisqu'on avait, il suffisait de suffire aux besoins et puis à ce moment-là, on arrête et on vit. Mais là, non, le travail devient structurel et donc rentre dans l'idéologie. Et puis en examinant les choses de plus près, je me suis rendu compte qu'il y avait une forme d'aliénation humaine très 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 importante, dans le sens où on n'arrêtait pas de nous dire, l'idéologie n'arrête pas de proclamer que l'être humain allait être
finalement libéré. C'était ça. Là, vous allez voir, la science, la technique va libérer l'être humain. Et je ne voyais pas en quoi on était libéré, puisque on se levait le matin, on prenait le métro, on travaillait toute la journée, et on rentrait chez soi. En quoi étions libérés? Et puis ça m'a amené à finalement réfléchir sur la destinée humaine ou l'itinéraire d'un être humain dans la modernité. Alors plutôt que d'être libéré, moi je me suis rendu compte qu'au contraire, c'était un système carcéral. C'est-à-dire de la maternelle à l'université, on est enfermé. Les jeunes appellent ça le bahut d'ailleurs. Ensuite, on tombe dans les casernes, un peu moins maintenant. Et puis je suis sûr que si je posais la question dans cette salle, où travaillez-vous? Tout le monde travaille dans des boîtes. Une petite boîte ou une grande boîte, mais tout le monde travaille dans des boîtes. Si vous demandez aux jeunes où est-ce que tu es allé t'amuser, je suis allé m'amuser en boîte. Tu y es allé comment? J'y suis allé dans ma caisse. Et puis il reste la boîte où l'on met les vieux, on le stecke les vieux avant la dernière boîte, que je vous laisse deviner. Donc quand vous prenez cet itinéraire-là, il est évident que c'est un itinéraire d'incarcération, donc violence. Il y a violence de fait contre le destin lui-même humain, c'est-à-dire que chacun de nous a un patrimoine légitime et sacré qui est sa durée, sa vie. Dans cette durée, qui est de notre naissance à notre mort, ça fait partie de notre patrimoine qui nous laisse la possibilité de faire de nous-mêmes une œuvre. Nous sommes invités à prendre ce temps et cette durée de conscience que nous avons et de cette réalité que nous avons au monde, eh bien, pas seulement pour rentrer dans un système qui produit pour consommer, mais dans quelque chose qui permette à chacun de nous son accomplissement.